3, 2, 1. Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao. Bienvenue pour un nouvel épisode de l'expérience Yannick Yao. Aujourd'hui, je reçois un jeune homme multicasquette, un entrepreneur, Wilfried Adingra. Tout à fait. Comment ça va? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais, après on va enchaîner, Wilfried. D'accord. Déjà, merci pour l'invitation, Yannick. C'est un réel plaisir pour moi de participer à ton podcast. Je pense que c'est un moyen pour moi, en tant que jeune entrepreneur aussi, de promouvoir les initiatives que nous avons développées ici en Côte d'Ivoire et notamment en Afrique et au niveau de la diaspora. Ouais. Donc, comme tu le disais, je suis Wilfried Adingra, Ouais. fondateur de Diaspo for Africa, qui est une plateforme de financement des promoteurs de projets locaux par la diaspora. Également fondateur de Lumen Corporation, donc qui est initiatrice à la base du programme Diaspo for Africa, qui s'est converti ensuite en société. Donc Lumen Corporation est spécialisée dans l'accompagnement structurel et financier des entreprises. Oh, ok, vaste programme. Ouais. Ok, alors Diaspo for Africa. Quand tu dis Diaspo for Africa, ça veut dire que c'est la diaspora, les gens de l'extérieur qui investissent dans des business locaux, c'est ça? Tout à fait. Comment ça t'est venu l'idée de... Ok. Déjà, il faut savoir que en décembre 2015, je décide de convertir une entreprise que j'avais déjà qui s'appelait Géotique, donc qui avait eu le financement depuis 2011 d'une institution internationale dans le cadre de la relance économique de la Côte d'Ivoire. Donc, spécialisé à la base dans les TIC, j'ai monté cette structure. C'est quoi les TIC? Les TIC, Technologie de l'information et de la communication. D'accord. Donc, tout cet environnement-là, cet écosystème, on intervenait pour développer des solutions pour des clients. Et il m'est venu ensuite l'idée de reconvertir parce que en temps, on faisait parallèlement des activités dans le secteur de la finance, vu que j'ai aussi étudié l'économie. Ouais. Donc, j'ai décidé de convertir tout ce bagage de plusieurs années en une entreprise qui s'appelle Lumen Corporation. Lumen Corporation, voilà. Ça veut dire quoi, Lumen? Lumen, c'est lumière, c'est en latin. D'accord, ok, voilà. D'accord. Donc, quand l'idée nous est venue de reconvertir tout ce bagage en une entreprise d'accompagnement structurel et financier dans Lumen Corporation, nous n'avions pas les capitaux nécessaires pour lancer cette entreprise. D'accord. Donc, je décide de faire une liste de personnes que j'allais solliciter pour m'accompagner dans ce projet. Ouais. Et les critères étaient que les personnes devaient être moins rigoureuses en termes de rendement à court terme, parce qu'en Afrique, les résultats ne sont pas forcément immédiats. Ouais. Et j'ai vu que le profil le mieux indiqué pour nous accompagner, c'était la diaspora. D'accord. Donc, j'ai orienté ma levée de fonds vers la diaspora. Ouais. J'ai pu capitaliser des ressources qui m'ont permis de lancer Lumen Corporation. En quelques mois, l'activité a commencé à très bien se développer. Les gens ont commencé à apprécier nos services. Et mon partenaire était très satisfait. C'est une dame, ma partenaire, elle était très satisfaite du rendement. Quand tu dis partenaire, associé. Hein? Associé. D'accord. Associé. Okay. Voilà. Elle était très satisfaite du rendement et comme ça, il y a eu des sollicitations de d'autres personnes de la diaspora. Est-ce qu'on peut avoir d'autres entreprises comme ça en Côte d'Ivoire avec lesquelles on peut travailler, dans lesquelles on peut injecter un peu d'argent? Donc, on voit un peu ton associé et puis qu'il nous trouve des associés comme ça. Donc, tu manages t'as un fonds d'investissement, en fait? À la base, pas de fonds d'investissement. C'est juste de l'accompagnement structurel et puis des levées de fonds. Donc, on n'a pas de capitaux propres. On travaille avec ce programme d'intermédiation. D'accord. Donc, imaginons, on va dire que je suis un parfait exemple. Je suis de la diaspora puisque je viens d'arriver à Abidjan. Bon, maintenant je me suis installé, mais imaginons que j'étais à l'extérieur. Quel type de diaspora? Ce sont ceux qui sont en France? Dans quel pays? Déjà, on a une stratégie qui est focalisée d'abord sur l'Europe. Nous sommes ouverts à toutes les diasporas, mais on veut évoluer de façon très progressive. D'accord. Maintenant, en Europe, notre cœur des cibles est la France. La France. Pourquoi? Parce que la France capitalise, dans toute l'Europe, la France à elle seule capitalise 55% de la diaspora africaine. D'accord, donc, ok. Ici, on a la France, on a l'Europe. Et si on a l'Europe, on a le reste du monde. Donc, ça marche. Une communauté particulière, c'est-à-dire est-ce que c'est les Ivoiriens plus ou les Sénégalais, Camerounais plus? Non, on essaie quand même de travailler un peu plus avec les communautés déjà bien organisées, donc notamment les communautés maliennes, sénégalaises, burkinabées, qui sont super bien organisées à la base. Et je pense que c'est sur leur modèle même qu'on essaie un peu de s'appuyer pour essayer de développer notre système de communication, de création de cadres de confiance et tout ça. Parce que ils évoluent vraiment en communauté. Mais dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pas aussi bien organisé, les diasporas sont un peu plus dispersées, un peu moins solidaires que les autres communautés de la diaspora. Et on en voit aussi le même exemple dans d'autres pays. Mais nous, notre objectif d'abord, c'est de créer un écosystème des diasporas africaines qui essaie de travailler ensemble. Donc, on travaille avec ce qu'on appelle des CDA, des Country Diaspora Ambassadors,
pour chaque pays de la diaspora qui essaie d'organiser les communautés pour nous. Donc, s'ils sont ensemble, ils sont plus en confiance. Et quand on leur présente les opportunités de leur pays d'origine, systématiquement, le matching est beaucoup plus facile pour nous. D'accord. Quand tu t'es rendu compte de cela, c'est-à-dire que les diasporas, par exemple maliennes, sénégalaises, étaient beaucoup plus structurées, peut-être par rapport au système de tantine, ce genre de choses qu'ils font au préalable. Tu t'es rendu compte de ça sur le terrain ou sur le terrain, on a fait une mission de 2 ans quand même depuis l'année passée auprès de la diaspora qu'on appelait le Diaspora Lex2, c'est un learning experience, aller au contact des diasporas africaines. Et pendant plusieurs voyages, on a été en France, en Espagne, et pour cette année, être en Allemagne, en Belgique, et être au contact des diasporas, aller dans les communautés, dans les villes où les diasporas sont les plus représentées, en France notamment, avec les communautés maliennes et autres, dans certaines régions, bien dans certaines périphéries de Paris, où ils sont les plus représentés. On a collecté des informations qu'on a analysées, on a compris un peu le comportement, leurs besoins, parce que c'est aussi ça l'objectif, et ça nous a permis de mieux structurer notre modèle économique. Donc, donc les diasporas les Africains qui investissent, les investisseurs africains plutôt, qui sont en Europe, vous investissez leur argent sur des business, quand je dis local, c'est Afrique ou c'est Côte d'Ivoire? C'est Afrique. Parce que déjà, il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, c'est à partir de cette année, précisément, qu'on compte commencer les investissements dans la deuxième moitié de l'année. Mais les investissements qui ont déjà été réalisés, par exemple, sont au Bénin. Donc, on voit que déjà, c'est vrai que Diaspora for Africa a sa base ici, en Côte d'Ivoire, mais on opère avec les diasporas les plus dynamiques et là où les opportunités sont les plus flexibles. Donc, on a compris que il y a beaucoup plus de management à faire au niveau des communautés ivoiriennes, camerounaises, gabonaises, en fait, qui ont plus ou moins le même idéal, congolaises, qui ont plus ou moins le même idéal, la même logique, généralement ont le même mode de fonctionnement en business. Et pour les communautés comme le Mali, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, l'approche aussi diffère par rapport à ces communautés. Donc, on a eu beaucoup d'opportunités et il faut savoir que on a 3 programmes. 3 programmes qui est annexes. On a un programme qui est un programme phare, qui est le Deep Diaspora Investment Programme, qui est le programme phare. On a le Global Angel for Africa qui permet aux autres communautés non africaines aussi de participer au financement de la diaspora. On a le African Angel Investors, qui est un programme local qui permet aux investisseurs locaux d'investir dans des projets. Et on a l'Albatros Ventures Programme, qui consiste à des partenariats avec des grands groupes, des fondations. Et c'est comme ça qu'on a eu un partenariat avec une grande fondation espagnole qui nous permet de financer de bon nombre de projets déjà au Bénin. Dans quel type de business vous investissez les fonds de cette diaspora? Nous sommes ouverts, mais il faut savoir qu'on procède par appel à projet. Et les appels à projets nous ont révélé que plus de 50% des projets que nous recevons sont dans le secteur agricole. D'accord. Donc, quand je parle du secteur agricole, je parle de toute la chaîne de valeur. Donc, depuis la semence, la production, jusqu'à la distribution, la transformation. Donc, on essaie de se mettre sur ces chaînes de valeur vu qu'elle est prioritaire pour notre continent et aussi elle est prioritaire pour les promoteurs de projets. Après quoi, on essaie un peu de se diversifier dans le domaine des technologies qui sont aussi des moyens qui peuvent s'associer à cette même chaîne de production dans le secteur agricole et également dans des domaines comme la construction qui sont vraiment des secteurs qui sont privilégiés pour les diasporas africaines qui veulent réaliser des projets ici. Et dans ce cas de figure, nous travaillons avec des partenaires qui nous permettent de pouvoir accompagner les diasporas qui veulent réaliser des projets immobiliers dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays africains. Ok. Quand tu dis technologie, quel type de technologie vous avez? C'est les plateformes. Généralement, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes de services qui se mettent en place. Donc, dans le domaine du transport, dans le domaine de la distribution, dans le domaine des services. Et il y a des modèles aussi qui existent en Europe, qui sont très bien développés. On a la chance aujourd'hui en Afrique d'avoir une classe moyenne montante. Donc, ce qui permet quand même à cette classe moyenne-là d'avoir ce même besoin de consommation que peut-être un jeune africain en Europe. Donc, on essaie un peu de délocaliser certaines technologies qui existent déjà en Europe pour les implémenter ici. Donc, ça peut être dans le e-commerce, ça peut être, comme je le dis, dans les services de base, tels que peut-être quelqu'un qui ne veut plus se déplacer pour faire son propre pressing, donc il veut demander un service de recollecte, de livraison, etc. Donc, plein de projets, micro-projets de ce style-là aussi intéressent beaucoup les investisseurs de la diaspora, puisque c'est leur quotidien. En fait, ils vivent ça déjà en Occident. Donc, voir qu'on arrive à développer des programmes comme ça,
ça les inspire, ça les attire également. Ça fait 5 ans que tu as lancé ça, si j'ai pas de bêtises. En 2016. 2016, donc de 4 ans. 4 ans maintenant. Vous avez combien de projets dans lesquels vous avez investi à peu près? Dans notre pipe, au total, on a un peu plus de 300 projets dans notre pipe. Voilà. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'on fait un appel à projet. Et au niveau des bureaux locaux, c'est les bureaux pays spécifiquement qui font une première analyse parce qu'ils ont une meilleure lecture de l'écosystème voilà, de chaque pays. Et maintenant, nous, on fait une contre-expertise au niveau du bureau central à Abidjan pour valider ces projets. Une fois que ces projets sont validés, ils sont rendus disponibles à l'ensemble des investisseurs qui, chacun, en fonction de la participation globale dans le projet, décide de donner peut-être 30%, 20%, 40%. On forme le capital. On entame une procédure juridique, on travaille avec des cabinets notariés, des cabinets juridiques aussi, qui facilitent aussi cette mise en relation, cette étape de création d'entreprise et autres, tout ça. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Il y a un minimum pour pouvoir investir? Déjà avec la restructuration, parce que chaque année on retravaille un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc là on est arrivé à un modèle minimum de prise de participation de 500 € par projet. D'accord. Ça, pour le moment, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir dans un projet moins de 500 €. D'accord. Ceci dit, il y a des projets quand même qui nécessitent un autre modèle de capitalisation. On peut avoir besoin pour un projet de 10 000 €, où le minimum d'actionnaires souhaités, c'est 10 personnes. Donc ils vont faire une capitalisation de 1 000 €. Donc ça dépend maintenant des projets, mais on ne peut pas avoir un financement de moins de 500 € dans un projet. Ok, d'accord. Comment vous gagnez votre vie, vous? Déjà, notre modèle, il est à 2 niveaux. Donc, c'est pas un secret de polichinelle. Voilà. Ce que nous faisons, c'est que dans un premier temps, on fait une majoration du capital investi. Donc, il faut savoir que dans tous les projets qui sont financés, il y a une moyenne de 10% qui est prélevée sur le capital global, qui est la facturation, qui concerne l'accompagnement, la mise en relation juridique que nous faisons et autres, tout ça. Grosso modo, si j'investis 500 €, c'est 550 € qui m'est facturé. C'est 500, effectivement. Voilà. Donc ça c'est le premier niveau de prise de collecte de notre modèle économique, on va dire ça. Et le deuxième niveau pour chaque projet financé, parce que pour les promoteurs de projets ils ne payent rien. Donc toute la chaîne dans l'analyse et autres, tout ça. Et on veut pas créer des climats de manque de confiance pour dire bon payez votre analyse. Donc c'est une charge qui est prise par nous, donc qui a un coût. Et ce coût-là, on rabat ça sur le capital d'investissement et on dit aux promoteurs de projets que voici comment nous évaluons notre valeur dans ton projet. Donc, il cède une partie de son projet, voilà, en contrepartie de ce travail que nous faisons pour lui. Donc, voici les 2 niveaux de rémunération qu'on a dans le programme Diaspora. Droite-gauche, quoi. Droite-gauche. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Donc, 2016, pardon, tu démarres ça. Sans indiscrétion, tu as quel âge? 30 ans aujourd'hui. Tu as 30 ans. Bon anniversaire. Merci. Bon, pas aujourd'hui, je veux dire maintenant. Ok, ça marche. D'accord. C'est relativement jeune par rapport à tout ce que tu viens de développer là. Je comprends la gymnastique, tout ce que tu as dit là. Quelles ont été les 3 grosses difficultés quand tu as lancé ça? On a eu ce qu'il faut savoir déjà, c'est que un programme comme Diaspora for Africa, il est financier. Et dans le secteur de la finance, à la base, c'est la confiance. Donc, il faut la confiance de tous les acteurs, les partenaires, les clients, les promoteurs, etc. Et c'est un véritable défi quand tu démarres un projet comme ça, jeune, et que tu as besoin de partenaires bancaires, institutionnels et autres, tout ça. On a buté à ce niveau. On a eu la chance, c'est que notre stratégie était toute simple. C'est qu'on comprenait qu'il fallait, dans un premier temps, faire un lancement en grande pompe de Diaspora for Africa. D'accord. Et ce lancement allait permettre de montrer au marché que oui, ce sont des jeunes, certes, mais qui en ont dans la tête et qui veulent donner quelque chose de potable et de durable à leur communauté, à la communauté africaine. Donc, on a fait ce lancement en grande pompe au patronat ivoirien avec comme partenaire technique la Banque africaine de développement, des partenaires bancaires et autres, tout ça, qui sont associés à l'initiative. Donc, ça a donné un crédit assez rapide à notre initiative. Ça, c'était la première difficulté qu'on a essayé de résoudre comme ça. À l'issue de ce lancement, on a eu beaucoup. C'est là qu'on a décidé de... Diaspora Africa était un programme de Lumen Corporation. Mais c'est à l'issue de ça que Diaspora Africa vise devenir une entreprise autonome. D'accord. Donc, on a eu des sollicitations de partenaires, de gens qui disent, OK, on est intéressé par votre programme, mais comme c'est pas une entreprise, c'est simplement un programme, on ne sait pas comment prendre des participations. Donc, on décide de créer maintenant Diaspora for Africa. Donc, les associés disent, OK, quelle capitalisation on veut faire? On a voté, on est arrivé à un minimum de 165 millions à mobiliser comme capital pour démarrer Diaspora for Africa. Donc, ça a été le premier challenge parce que aussi les institutions avec lesquelles on travaille, c'était un élément quand même qui allait renforcer la confiance.
Donc, où on va trouver des personnes qui vont mobiliser 165 millions. On a mis une stratégie en place auprès de la diaspora, auprès d'investisseurs locaux africains et autres. Donc, il y a eu Burkina, Camerounais, Ivoiriens, des Français, des Africains, des Français d'origine africaine également. Donc, une dizaine de personnes, on s'est mis ensemble. On a fait cette capitalisation de 165 millions de francs CFA pour créer Diaspora for Africa. Mais ça arrive carrément en fin d'année 2018. Donc, on crée une société anonyme au capital de 165 millions. Donc, c'était le deuxième challenge. Donc, on a eu ce challenge de 2016 au lancement du programme jusqu'en 2018. On a mis 2 ans parce qu'il y avait un gros travail structurel à faire, mettre des experts comptables dans le jeu pour qu'ils fassent des validations quant aux apports en intelligence, etc. Il y avait plein d'évaluations à faire. Le notaire aussi, qui est quand même essayé de travailler très rigoureusement sur le programme. Donc, a mis des exigences quand même qui nous permettaient de rendre le programme vraiment durable. Ça, c'était le deuxième challenge. Le troisième challenge, c'était au niveau de la diaspora. C'est qu'on travaille pour la diaspora, mais on est basé en Afrique. L'avantage que nous avons, c'est d'avoir, un environnement maîtrisé. Donc, les diasporas peuvent facilement nous faire confiance plutôt que le programme qui est de la diaspora directement, parce qu'on est sur le terrain, on comprend mieux les réalités. Mais ça suffisait pas. Parce que pour mettre en confiance les diasporas, il faut se tourner vers elles, comprendre leurs besoins, créer des liens de confiance. Donc, on a mis une stratégie qui a marché parce qu'il nous fallait collaborer maintenant avec les institutions, certaines institutions françaises telles que Paris & Co, qui est l'agence de développement économique de la ville de Paris, le CIAN, qui a écrit même un livre qui nous a cités, et plein d'autres institutions comme ça avec lesquelles on a commencé à créer un environnement assez viable autour de notre projet qui a permis maintenant que aujourd'hui Diaspora for Africa, pour rentrer sur l'Europe, c'est vraiment facile pour nous. Donc, aller rencontrer les diasporas, on a des facilités d'avoir des visas 4 ans, 3 ans et autres, tout ça pour nos collaborateurs. Donc, ils permettent vraiment d'être au cœur maintenant de la diaspora. Ceci dit, avec toutes les enquêtes qu'on a fait les 2 années précédentes, ça nous a permis de tisser des liens, de faire des partenariats avec des associations de la diaspora. Et maintenant, il fallait réaliser un événement de grande envergure. Un peu comme ce qu'on avait fait ici à Abidjan, pour montrer à la diaspora qu'on est avec vous. Et aussi, dans cette stratégie, faire une incorporation locale en France qui permettait maintenant de dire, OK, on a une structure locale basée en France vers laquelle vous pouvez vous retourner. Donc, l'idée, le 23 mai, on était censé faire un événement qu'on appelle le Diaspora Lighting Africa, qui est une initiative de promotion de la diaspora. On avait déjà réservé la salle à la Défense et tout ça, et plein de choses qui devaient se faire dans le courant. Et au moment de lancer Covid est venu. Donc, on décide finalement de faire ça pour l'année prochaine. Mais déjà, la communication, la mobilisation qui s'est faite autour a créé quand même quelque chose, une petite ébullition sur laquelle on essaie de capitaliser avant même le grand événement qu'on veut finalement faire en 2021. Vous avez combien de bureaux à travers l'Afrique là? À travers l'Afrique, on est dans 12 pays. On n'a pas des bureaux physiques pour nous-mêmes. Pour le moment, le seul siège qu'on a, c'est celui d'Abidjan. Mais nos partenaires, qui sont les représentants, ont des entreprises. Donc, en fait, ils incorporent nos activités au sein de leurs activités. Donc, ils ont aussi une expérience en due diligence, analyse de projet, financement. En fait, c'est des financiers de base, des entrepreneurs de base qui connaissent les rouages de l'analyse projet et tout ça. Et on profite vraiment de leurs installations pour commencer, démarrer quelque chose. Et plus ça devient viable, maintenant on peut décider déjà d'installer un projet comme on est en train de faire maintenant au Bénin, où on veut installer un bureau physique de Diaspora for Africa à cause des opportunités qui sont en train de se présenter là-bas. Ok, ça marche. Moi, ce qui c'est mortel ce que tu viens de me dire, tout ce que tu viens de me dire. Maintenant, je me dis comment tu as réussi à faire qu'il y ait une symbiose entre toutes ces personnes-là que tu as finalement décroché à gauche, à droite, entre guillemets. Bon, à la base, il faut dire que j'ai capitalisé sur un réseau déjà existant. Déjà, moi, je vais dire que sur le continent, on a vraiment beaucoup d'amis parce que j'ai eu la chance de 2013 à 2015 d'être représentant jeune pour la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. D'accord. Donc, ça m'a permis d'être régulièrement sur Paris, de faire énormément de voyages également en Afrique. Et j'ai bénéficié aussi de ce prix que l'UNESCO m'a donné, qui est Jeune Leader pour la culture de la paix en Afrique. On n'est que 20 en Afrique. Donc, sur cette base, il fallait faire des missions sur des terrains dans différents pays, préparer par exemple
le calme dans certains pays où il y a des échéances électorales, etc. Donc, dans cet écosystème, on va dire, j'ai pu développer quand même un réseau d'entrepreneurs assez dynamique. Donc, basé sur le leadership que nous avions ensemble et les relations que nous avions ensemble. Donc, ça m'a permis quand même de créer ce cadre de confiance avec des entrepreneurs locaux et également avec des entrepreneurs de la diaspora. Ils sont à peu près de la même génération que toi? C'est quasiment de la même génération. On va dire que la moyenne d'âge, c'est la trentaine. Ok. L'UNESCO, pendant combien de temps tu as dit? 2 ans, de 2013 à 2015. Qu'est-ce qui t'a fait intégrer l'UNESCO? Ou c'est eux qui recrutent? Comment ça se passe en fait? En fait, la base, c'est que ici, on a la chance d'avoir un bureau pays UNESCO. Et comme dans la plupart des autres pays, on a la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Donc, au sein de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, ils faisaient des programmes de formation en management de projet. Donc, on va dire que c'est d'abord un coup de chance. Parce que moi, je suis parti à la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO dans le but de faire 1 an de formation en management de projet. Et c'est sur place que ça coïncidait avec le programme international de l'UNESCO et 130 jeunes se sont inscrits pour représenter la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait maintenant compétir. Donc, on a compéti et à l'issue de cette compétition, j'étais celui qui a été sélectionné pour être le délégué officiel de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour le cadre du programme. Donc, c'était un forum qui se tenait à Paris et en même temps, puisque ce forum se tient chaque 2 ans, entre les 2 ans, tu as une responsabilité à jouer en tant que représentant jeune au sein de l'UNESCO. Sous quels critères vous êtes choisi? Déjà, il faut maîtriser beaucoup les rouages on va dire, du système onusien en général. Et puis maintenant, un peu plus le système de l'UNESCO qui est basé beaucoup plus sur l'éducation et la promotion de la paix. Donc, il y a ça qui était à la base. Il y avait une thématique aussi à l'époque dessus la jeunesse qu'il fallait maîtriser, faire des productions, un peu comme des formes de mémoire et autres, tout ça, qui sont validées. Et il faut dire qu'on a fait un très bon travail parce qu'on a eu un très bon encadreur ici en Côte d'Ivoire, M. Léon Rivière, qui nous a donné vraiment les skills nécessaires pour développer les compétences pour être assez bon. Parce qu'il ne suffisait pas aussi de participer, il fallait bien s'illustrer. Et je me souviens que on a été 10 jeunes qui ont été félicités, sur 500 jeunes à travers le monde. Je suis pari par la directrice générale de l'UNESCO à l'époque. Donc, quand même, on pense qu'on a une bonne base de formation qui nous a permis de représenter la Côte d'Ivoire et par la suite, on est rentré dans les rouages de l'UNESCO. Donc, tu étais encore en école quand tu es rentré à l'UNESCO ou pas du tout? Tu avais terminé? Déjà, moi, on va dire, j'avais fini parce que j'ai fait une double cursus académique. J'ai fait l'économie et j'ai fait génie logiciel. Donc, j'ai fait les 2 parallèlement. Donc, au niveau de l'économie, j'avais déjà fini. Donc, là-bas, je n'étudiais plus. Mais par contre, au niveau de ma formation en génie logiciel, je continuais. Donc, à l'issue de cela, il me restait à soutenir mon mémoire et tout ça. Donc, j'étais en train de finir déjà et j'ai eu un emploi. Donc, j'ai commencé à travailler dans la même année 2013 où je suis parti à Paris pour le Fonds mondial, dans un programme du Fonds mondial qui s'appelle le PENPEC, où je couvrais 3 centres de santé à l'intérieur du pays. Mais 9 mois après, je décide de laisser le poste parce que je voulais me concentrer sur ma passion qui est l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. On va dire c'est ça. L'entrepreneuriat. La famille entrepreneur? À la base, non. Mon père était agent des douanes. Mon père était, il était agent des douanes. Il n'a pas pensé en entrepreneuriat. Et son ambition pour moi n'était pas l'entrepreneuriat. Il voulait beaucoup plus que, après le CP, je intègre l'MPT. Après l'MPT, qui est l'école militaire, polytechnique. Donc, après l'MPT, il fallait pour moi aller au Maroc, où j'allais faire l'étude de médecine militaire et rentrer au pays pour exercer dans le compte de l'armée ivoirienne. Ça, c'était son plan. Mais bon. Qu'est-ce qui a échoué? Non, il est décédé assez tôt. Malheureusement, quand j'avais 8 ans, il est décédé. Donc, le plan était voué déjà à l'échec. Donc, ma mère n'avait pas grand moyen, comme mon père à l'époque. Donc, on était obligé de nous recentrer sur de basique. Donc, je quitte une école privée de renom ici en Côte d'Ivoire pour intégrer une école publique. Le gap était déjà réel. À 8 ans. À 8 ans, voilà. Donc, je ne vais pas citer l'école, mais quand même, c'était une école assez prestigieuse. Mais ma mère n'avait pas vraiment les moyens de payer. Donc, j'intègre à partir du CM1 une école publique. Et là-bas, la vie devient différente. Là où je vis, l'environnement. Donc, déjà, je pense que ça a développé ma capacité d'adaptation parce que, généralement, psychologiquement, dans ce genre d'environnement, il y a un décalage, il y a la faiblesse vis-à-vis des vices qui va se développer, mais il y a une capacité d'adaptation naturelle qui s'est mise en place, donc qui m'a permis de renforcer mon caractère. Donc les années se faisant,
je décide maintenant, à cause de la situation financière, de développer des activités. Donc, j'ai appris l'infographie, donc faire des cartes de visite, des visuels pour des clients, des entreprises, des salons de coiffure. Donc, je commence à m'habituer à financer mes études à travers, comme on le dit, des petits gombos. Et après, quand on intègre l'université, qu'on fait l'économie, on entend parler de bourse, on s'intéresse à la bourse. Et quand on s'intéresse à la bourse, on est passionné, on fait des tournées à l'intérieur du pays pour promouvoir la bourse. On est parti au Ghana, se former, comprendre là-bas comment les choses fonctionnent avec le stock exchange là-bas. Et ça crée une certaine passion naturelle. Donc, après, tu te vois plus vraiment avec tout ce bagage, toute cette expérience, même si t'as pas encore réussi, tu te vois plus en train de bosser pour quelqu'un. Voilà. Ok. Donc à 8 ans, gros choc psychologique, pardon. Comment tu arrives à t'adapter est-ce que quand ça change, finalement, vous changez de cadre, d'école et tout ça, tu es le seul enfant de ta famille ou tu as des frères? De ma mère. J'ai des frères et sœurs, mais le seul enfant de ma mère. Le seul enfant de ta mère, ok. Est-ce que ça n'a pas été compliqué à l'école avec les autres enfants? Ça a été compliqué et déjà, il faut le dire en toute honnêteté, moi j'étais habitué à être déposé à l'école. J'étais aussi habitué à avoir 3-4 kakis, donc tu peux les repasser tout le temps, tu es toujours clean, propre. Tu es dans un quartier aussi résidentiel où il y a des habitudes. Et quand tu te retrouves à Koumassi, on va dire dans les environs de Kromiambla, dans une école publique EPB BAD 11, et que tu rentres dans l'école, tu sens que même la façon de faire, de s'amuser des enfants, ça n'a rien à voir. Bon, la première fois que je suis rentré dans cette école, j'étais choqué. T'as eu peur? Et j'ai eu peur, honnêtement. Et c'était compliqué, mais j'étais brillant. J'étais brillant à l'école et déjà, le système dans lequel j'étais était assez rigoureux. Donc, j'étais dans un environnement où généralement les enfants sont laissés pour compte. Donc, exceller dans un environnement pour moi, ça n'a pas été difficile. D'accord, voilà. Ok. Mais après, il fallait pas se tromper parce que c'est comme si tu quittes dans un championnat très élevé et tu arrives dans un championnat quand même basique. Donc, tu peux te croire super bon alors que tu es en train de régresser en termes de compétences, en termes de rendement. Mais je suis gardé sur la tête, sur les épaules. Il faut dire que ma mère m'a beaucoup aidé aussi dans cet environnement. Et le cas de vie était différent. Donc, quelqu'un qui dormait sur un lit doué se retrouve à dormir par terre sur une natte, sur un pagne, à manger un plat de riz, un plat par jour. Donc, c'était pas le même environnement du tout. Donc, côté psychologique, faut dire que ça a été un coup dur. Ma mère était religieuse, je pense que ça a été à notre avantage aussi. Donc, le fait qu'elle m'ait incité aussi à des choses religieuses, ça m'a permis quand même aussi d'asseoir la foi et puis aussi de garder vraiment la tête sur les épaules pour pouvoir avancer. Donc, je peux dire c'est tout ça qui m'a aidé et en même temps, il faut pas cracher là-dessus parce que c'est tout ça aussi qui a permis d'être l'entrepreneur, le jeune entrepreneur que je suis. Voilà. Absolument. En termes de difficulté, je vais pas dire qu'il n'y a pas plus difficile que l'entrepreneuriat, mais ceux qui sont pas dedans ne s'imaginent même pas tout ce qu'il faut affronter. Tout à fait. Donc, merde, putain. J'ai l'impression de voir un film en fait ce que tu racontes et pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça, c'est pas évident de se mettre à la place de l'autre, et encore plus quand il est enfant en fait, dans ce genre de cas. Donc comment quand tu dis ta maman t'a soutenu dans cela, est-ce qu'il y avait tes autres entre guillemets demi-frères et sœurs qui étaient avec vous? C'était toi? Oui, non. Moi, j'avais l'avantage, on va dire, contrairement à mes autres demi-frères, de vivre avec le vieux et la vieille. D'accord. Donc, j'étais dans le cocon familial. T'étais le plus petit? Non, on va dire que je suis le deuxième. Mon père a eu une fille, donc ma grande sœur, quand il était déjà sur les bancs. D'accord. Donc, voilà, moi, j'étais après elle, on va dire, c'était moi. Et puis, il y a mon petit frère et ma petite sœur. Vous êtes 4? On est 4. Ok, ça marche. Ok, je disais, comment elle t'a soutenu? Parce que moi, à chaque fois que grosso modo, j'entends une histoire où une maman a réussi à faire que son enfant puisse rester ne serait-ce qu'en vie, j'ai envie de la féliciter en fait, parce que je pense à ma maman à chaque fois. Donc comment elle t'a soutenu, comment elle a fait? Il faut dire ça a été simple parce que dans ce genre de situation c'est facile de délaisser, c'est facile d'abandonner. Et j'ai vu cette dame là qui n'a pas du tout abandonné. Et moi je me rendais compte au fur et à mesure des sacrifices qu'elle faisait, parce que quand tu es enfant tu prends pas forcément conscience que peut-être le plat de riz que tu es en train de manger, ta mère n'a dû pas manger pour t'offrir ça. Donc c'est avec le temps que tu te rends vraiment compte de cette réalité. Et dès le début elle n'a pas hésité à se battre, donc à faire des travaux de femmes de ménage où elle touchait 15 000 francs par mois. Donc
on sait ce que c'est que d'être une servante ici en Côte d'Ivoire. Donc, une femme qui était mariée, qui avait un homme qui était cadre dans l'administration et aujourd'hui, qui se retrouve quasiment sans rien. Psychologiquement, elle-même, c'était terrible. C'est clair. Et je lui racontais mes projets. Donc, je lui disais, maman, tu vois, moi, je serai conférencier international, je vais voyager à travers les pays, je vais monter des entreprises et tout ça. Il y avait rien, mais la pauvre dame croyait. C'est-à-dire que Dieu comme fait, quoi. Et je me souviens qu'un jour, j'étais déjà bachelier et il y a une tante qui est venue voir ma mère et qui lui a dit, mais ton fils, il est bachelier. Donc, qu'il passe un concours. Tu vois. Et quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a dit, ah, ta tante est venue. Elle m'a dit que non, il faut que tu passes un concours. Et je vois ma mère en train de rire. Oui, mais moi, tu ris, pourquoi? Elle dit, c'est pas que mon fils est un entrepreneur. Elle te connaît pas. Mon fils est un entrepreneur. Il n'a rien fait. Il n'a rien à faire avec le concours. Donc, tu t'imagines une mère qui souffre. Déjà, combien de fois elle allait me mettre la pression pour que je passe des concours de l'administration publique, mais c'était pas son problème. Et ce qui était dommage, c'est que la première fois, quand je décide je suis sélectionné pour aller à Paris, représenter la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international, mais c'était en octobre, ma mère était déjà décédée dans le mois d'avril. Donc, tout ce qui est arrivé, qu'on prédisait ensemble, je serai un entrepreneur qui va voyager, qui va faire ceci, elle n'a rien vu de tout ça. Et ça a été... Elle voit d'où elle est. Bon, c'est clair. Après, moi, j'aurais voulu un peu qu'elle profite un peu de cette situation, qu'elle puisse être là. Et souvent, c'est quand même douloureux de sentir que celle qui t'a soutenu n'est pas forcément à côté de toi. C'est clair. Mais je sais qu'elle m'a béni et je sais que c'est sa bénédiction aujourd'hui qui m'accompagne dans l'ensemble de mes projets. Comme je l'ai dit, on peut avoir des compétences très élevées, mais la base aussi, est très spirituelle. Donc, il faut tout capitaliser en termes de spiritualité, comment tes parents te perçoivent et tout ça. Et ça a été très important pour moi de pouvoir rendre honneur à ma mère jusqu'à ce qu'elle décède. Et aujourd'hui, je suis sans regret de ce que ma vie est en train de devenir. Et je suis sans regret du fait que aussi elle a été mon modèle. Voilà, donc on continue d'avancer dans cette lancée. Ça marche. Tu avais quel âge quand maman est partie? Là, elle est décédée quand j'avais 24 ans. D'accord. Voilà, donc on va dire elle est partie un peu plus tard, si je veux comparer à mon père. Bien sûr. Voilà, c'est... Ok. Quelles sont les 3 choses, tu dirais, qu'elle t'a laissé et que tu utilises tous les jours? Ce que j'utilise tous les jours, je vais dire premièrement, c'est la foi. Ma mère est une femme de foi exceptionnelle. Et elle n'avait peur de rien. Elle ne doutait jamais. Et il y avait toutes les raisons de douter. Et c'est ce qui m'est resté. Parce que, vous voyez, comme vous le dites, en entrepreneuriat, on est là, il y a des défis. Mais qu'est-ce qui te fait continuer? C'est la foi que demain sera meilleur. Donc, tu n'abandonnes pas. Donc, je pense que c'est la première des choses qu'elle m'a laissé. La deuxième des choses, c'est l'amour. Parce que moi, j'avais beaucoup de haine dans mon cœur quand j'étais petit. D'accord. Et c'était basé sur le fait que je trouvais qu'il y avait des personnes dans l'entourage de mon vieux, de ma mère, qui étaient présents quand on était dans de bonnes conditions, mais qui ont disparu, malheureusement, quand il n'y avait plus rien. Et je voyais cette femme-là aimer ces personnes, servir ces personnes comme si de rien n'était. Et ça m'a aidé à aimer. C'est-à-dire que avoir de l'amour pur, c'est-à-dire que ne pas attendre en retour, mais pouvoir donner sans attendre en retour. Et ça m'aide aussi dans mes actions communautaires, parce que vous savez, quand vous êtes entrepreneur, que vous voulez aider les gens et que vous voulez attendre beaucoup d'eux aussi, le travail devient pénible. Mais quand vous faites dans le souci d'aider, d'apporter quelque chose à votre communauté, c'est une motivation qui est encore plus pure. Donc après, je peux dire que ce qu'elle m'a laissé, c'est le courage. Parce que la femme était courageuse. Comme j'ai dit, je me suis rendu compte des années plus tard que ma mère se sévrait pour me nourrir. C'est là qu'à 18 ans, moi, j'ai décidé de quitter ma mère parce que je supportais plus de rentrer à la maison, devoir manger pendant que la dame n'a pas mangé. Et j'ai fait l'expérience en lui demandant un jour, tu as mangé? Parce que je prenais jamais l'habitude de lui demander. Je mangeais et puis je lui dis, est-ce que tu as mangé? La dame ne répond pas. Maman, est-ce que tu as mangé? Elle ne pouvait pas me mentir. À force d'insistance, j'ai compris qu'il y avait un problème. Donc j'ai dit, le peu qu'elle gagne, si elle peut s'occuper d'elle-même, c'est bon. Moi, j'ai déjà 18 ans, je peux me lancer à l'eau. C'est comme ça que je quitte la maison où on était et je commence à aller de maison en maison, de tuteur en tuteur, demander service aux gens, le temps de préparer mes examens, mon BTS, ma licence, mes diplômes et autres, pendant que je fais des petits gombos sur le côté, comme on le dit. Et de fil en aiguille, je commence à ressentir maintenant cette autonomie financière. J'étais pas plein aux astres, mais au moins je pouvais payer mes cours, c'était ça déjà le plus important, et payer mes cartes de bus pour aller à l'école. Donc ce courage-là était fondamental aussi pour me permettre de foncer, de ne pas avoir peur, de pouvoir moi aussi, mais c'est vrai, d'accepter d'avoir fait peut-être une longue période, ne serait-ce que pour atteindre mon objectif. Donc je pense que voici peut-être quelques valeurs qu'elle m'a laissées.
Waouh. 18 ans, tu décides de, entre guillemets, d'aller à l'aventure, entre guillemets. C'est même pas entre guillemets, d'aller à l'aventure. Je vais dire chez qui? Est-ce que dans un premier temps, tu es allé chez des membres de la famille ou c'est Non, des pas amis, des membres de la famille. J'ai contacté une dame qui est de la même communauté que moi. Je lui ai expliqué la situation et j'ai dit que je vais juste rester chez elle pour préparer mon BTS. Elle a accepté parce qu'elle vivait seule. L'avantage, c'est qu'elle vivait seule et puis dans une grande maison, donc elle n'avait pas de problème à me donner une chambre pour que je reste dans la chambre. Donc je reste là-bas 1 an. Je prépare comme on le dit, mon BTS, je l'obtiens et quand je l'obtiens, je décide de partir. Mais là où je vais maintenant, c'est la maison familiale que j'ai délaissée depuis l'âge de 8 ans. Voilà. Donc il se trouve que c'était une maison de fonction et quand je suis arrivé, le challenge, pourquoi je suis parti? Parce que le challenge, c'est que l'institution administrative qui s'occupait de ces maisons a demandé à ce que ceux qui veulent récupérer les maisons doivent payer les maisons. Donc on était sous le coup de perdre la maison, il nous restait pratiquement 2 ans, il fallait que je trouve une solution. Donc par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver une solution pour qu'on puisse racheter la maison. Et maintenant, en rachetant la maison, j'étais beaucoup plus relax. Mais je décide encore de ne pas rester, 1 an après, je décide encore de ne pas rester dans cette maison, bien que j'ai fait des studios un peu autour, je pouvais rester. Et je mets tout ça en location et puis maintenant, moi, je décide d'aller encore en aventure. Donc là, je me retrouve à la Riviera, à Nono, avec des amis, où on loue un petit studio ensemble. On était environ 8 dans le studio, quand même. C'était pas assez aisé, mais au moins, ça me mettait, en fait, c'était constamment la recherche du challenge. Je voulais pas rester dans un cocon où je me sens trop à l'aise pour ne pas prendre des initiatives. Donc, je suis resté là pendant quand même bon nombre d'années, le temps de faire mes diplômes, etc. Et puis, quand je reviens de Paris en 2013, les choses s'améliorent un peu plus. En 2014, on sent les... T'es parti à Paris après? Oui, je suis parti à Paris après. D'accord. Toujours pour étudier? Non, pas pour étudier. C'est-à-dire qu'à Paris, c'était toujours des programmes, soit de l'UNESCO, des missions personnelles, et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se sont passées. Et puis, voilà. Ok. Oh, finesse. One Young World, c'est quoi One Young World? C'est un programme international quand même initié par 2 personnes assez formidables qui décident de mettre en place une communauté de jeunes leaders dans le monde. Donc, ils essaient d'évaluer chaque année dans le monde des leaders qui s'illustrent dans leur communauté et qu'ils essayent d'accompagner techniquement. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné, on va dire, 2 ans en arrière dans ce programme. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une distinction de l'Union européenne à travers ce programme-là en tant que jeune leader pour la promotion de la paix, en plus de la distinction que j'avais déjà de l'UNESCO. Donc, je participe à ce programme. Le programme m'aide aussi à intégrer un programme qui s'appelle Team Econ, donc l'Actis Econ qu'on connaît, décide aussi de mettre un programme international. Vous savez qu'il lance la crypto-monnaie et tout ça. Et nous, le type d'activité dans le secteur de la finance dans lequel on est aussi profitable à ce genre d'activité. Donc, grâce à eux, je rencontre Econ, je intègre la Team Econ, on commence à développer des projets ensemble. Et il faut dire que c'est un programme assez intéressant d'encadrement parce qu'il y a du coaching, il y a des formations, j'ai participé à des programmes de mentoring gratuitement, des mentors de différentes qualités dans les administrations politiques, des hommes d'affaires de renom et tout ça. Donc, c'est un peu ça One Young World. Oh, ok. Donc, de tous ces, on va dire, leaders que tu as rencontrés, et ou mentors, est-ce que tu pourrais me citer 3 mentors qui t'ont marqué? Et pourquoi ils t'ont marqué? Je pense que l'un des mentors qui m'a le plus marqué, sinon on va dire c'est le mentor de toute la jeunesse entreprenante dans le social. C'est déjà, on va dire, comme on appelle Mohamed, comme son nom déjà. C'est lui qui a initié le secteur de la microfinance. Je sais qu'il s'appelle Mohamed déjà. Et c'est un monsieur qui est extraordinaire. C'est le gars l'Indien? L'Indien. Ah, ok. Je connais pas son nom, mais je vois c'est... Je sais que ça me vient à l'esprit, mais je sais pas pourquoi ça m'échappe pendant qu'on est en train de faire l'interview. Donc Mohamed, c'est un gars qui est exceptionnel. C'est-à-dire que sa volonté de vouloir aider finit par développer une solution qui est utilisée dans toute la planète dans le secteur de la microfinance. Donc, il faut dire qu'il est très inspirant. J'ai eu à le rencontrer également à One Young World où on a échangé quelques mots, quelques conseils. Et il a développé aussi des programmes de mentoring pour lesquels on a pu participer, notamment en France et dans différents pays. Et il y a lui, déjà. Il y a Econ. C'est une source d'inspiration parce que beaucoup de
de success stories africaines qui ont eu le succès en hexagone, à l'étranger, n'ont pas toujours la philosophie de ce give back là. Ils n'ont pas toujours cette philosophie. Et Akon, je pense que c'est l'un des leaders aujourd'hui en Afrique qui est en train d'impacter véritablement sa communauté en commençant par le Sénégal. Donc, il n'est pas que resté artiste, il a compris que sa notoriété aussi pouvait servir le continent. Restons un peu sur Akon. Je crois que les gens il n'a pas le crédit qu'il devrait avoir. Oui, après, il y a une subjectivité autour de Akon. Je crois que on peut analyser ça de différentes façons et libre à chacun. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, quelquefois, c'est une valeur qui nous intéresse chez une personne. On peut pas tout avoir. Et moi, je pense qu'avec Akon, je peux pas tout avoir. Vous voyez. Aujourd'hui, on dit que Akon, peut-être avec son programme, il travaille avec les Chinois, donc ça a encore des accès au marché africain, donc il facilite et tout ça. Mais la question que je me pose personnellement, il y a beaucoup de choses qu'il n'était pas obligé de faire. Déjà. Donc, vendre l'image de l'Afrique à travers son histoire, son succès, il n'était pas obligé de le faire. Donc, voilà. Quand je dis il n'a pas le crédit qu'il devrait, je pense que il fait partie des personnes qui font que je me suis décidé à venir en Côte d'Ivoire. J'avais vu une interview qu'il avait fait, je crois, aux États-Unis, sur une web TV, où il disait, grosso modo, aux Noirs, qui sont aux États-Unis, puisque malheureusement, il y a beaucoup qui se font lyncher, maltraiter, racisme et tout. Il disait, tout ce que tu fais ici, fais-le en Afrique. Et moi, ça a une répercussion dans ma tête, dans le sens où, à chaque fois, je crois du coup faire que ce qui se passe aux États-Unis, ça met un peu de temps à arriver en Europe et ça met encore un peu plus de temps à arriver en Afrique. Donc je me dis, si lui dit ça, par rapport à ce qu'il fait, même si on n'est pas au même niveau financièrement parlant ou en termes de succès, en termes d'entrepreneuriat, bon, il y a peut-être quelque chose à gratter. Parce que il a aucune raison de revenir en Afrique. Littéralement, il a aucune raison. Il a grandi la majeure partie de son temps aux États-Unis. Il a eu son succès aux États-Unis. Dans la musique, sa passion. Il a continué à faire du business, mine de diamants à gauche, à droite et tout. Donc, il a aucune raison. Donc, quand les gens disent, ouais, ça va donner accès aux Chinois et tout, mais qu'est-ce que tu avais avant? Je vois ce que je veux dire? Il met des panneaux solaires. Il fait du business en plus. Ça sert à ça, un entrepreneur. Et je pense que ce sont les entrepreneurs qui vont changer le monde. Avec peut-être d'autres personnes autour, mais véritablement, si nous, on se met dans ce jeu de véritablement dire, OK, on est là pour la communauté, comme tu le dis. On peut faire avancer les choses, surtout en Afrique. Et c'est pour ça que je suis très intrigué. C'est ce que je te disais dans mon message quand je t'ai te contacté en premier. Je me dis comment il réussit à effectivement rassembler ces Africains de la gauche à droite, sachant que on a une problématique ici, on a une problématique, en tout cas, l'argent est beaucoup source de distension, alors que potentiellement, d'autres communautés, je dis pas qu'elles le font toutes, ils arrivent à s'entendre sur, peut-être pas l'argent, mais sur comment ça va se passer dans le futur, tout ça. En fait, je suis totalement d'accord avec toi, surtout en parlant des Akon et autres. On a cette perspective-là aussi, quand on s'assoit, on a eu des cas de collaboration, on s'est rencontré aux Pays-Bas, on a discuté de la perspective de collaboration. Et entre parenthèses, l'événement que vous allez faire, la Lighting Africa, c'est en relation avec... non, c'est pas du tout. Mais le nom ressemble un peu. Hein. Oui, parce que déjà, il faut surfer sur beaucoup de choses pour pouvoir faire évoluer les choses. Ok, voilà. Ça marche. Donc, c'est un peu là où je voulais attirer ton attention pour dire que souvent, en tant que leader, il faut savoir saisir l'opportunité. Mon Akon ne me donne pas l'argent, donc je fais pas de campagne pour Akon, je fais pas de publicité pour Akon. Déjà, on a un programme de mentoring où on est connecté à une personne dans mon staff avec qui on échange un peu plus régulièrement, même si c'est devenu un peu plus rare. Mais comment aujourd'hui, ça m'a ouvert les portes, mais on peut pas imaginer, parce que il y a certaines personnes qui vont dire, mais il connaît Akon. Je sais pas si tu vois un peu l'idée. Et après, c'est ma responsabilité à moi d'exploiter tout ça au profit de ma communauté. De ne pas être comme forcément, mais de faire usage de ce qui m'est donné, de ce qui est à ma disposition pour investir dans ma communauté. Donc, il y a ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, il y a, je ne vais pas citer des leaders, mais il y a des entrepreneurs de succès incroyables. Mais
qui ne bénéficient pas aussi de l'aval ou bien de l'assentiment de tous les Ivoiriens. Ils sont perçus autrement. Il y a d'autres dans le secteur de la com, dans la finance. Il y a plein d'acteurs, mais qui sont perçus différemment par les entrepreneurs. C'est de leur faute. Non, je suis d'accord. Tu sais pourquoi je dis c'est de leur faute. Aujourd'hui, où tout le monde a son propre média, les réseaux sociaux, il n'est pas normal que toi-même tu t'exprimes pas sur ce que tu fais et de manière quotidienne pour que dans la tête des gens, ça rentre ce que tu fais et que tu laisses potentiellement d'autres personnes parler à ta place. C'est pour ça que je dis c'est de leur faute. Oui, tout à fait. Mais ça veut pas dire que... Oui, ce que moi j'étais en train de dire quelque part, c'est que aujourd'hui, avoir accès à ces personnes, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi. Ça veut pas dire que tu es comme elles. Mais c'est juste que tu bénéficies d'un crédit avec lequel tu évolues et que tu continues de faire tes activités. Absolument. Tu te rends compte, potentiellement, je sais pas quelle a été la nature de vos échanges avec Econ, mais tu parles peut-être une demi-heure, 1 heure avec ce type-là, et vous parlez business, je pense que ça te sauve des années d'université que tu aurais dû payer des millions, tu vois. Tout à fait. Donc, tout à fait. Clair et net, quoi. Tout à fait. Attends, j'avais quelques questions. Je me rends compte. Aujourd'hui, au niveau familial, tu es comment? Tout seul? Oui. Non, je suis célibataire sans enfant. Ouais. Je suis célibataire sans enfant. Souvent, l'entrepreneuriat, ça exige, c'est souvent exigeant. Justement. Mais je crois que, ouais, avec le temps, ça va venir. Ok, justement, est-ce que, potentiellement, bon, alors, je veux pas rentrer dans les trucs people, mais, c'est tellement exigeant l'entrepreneuriat parce que c'est très psychologique à un moment donné. Est-ce que je parle pas de ton aspect physique, beau gosse et tout, très bien. Mais est-ce que t'as pas du mal à potentiellement à te mettre avec une personne qui comprend ce que tu es en train de faire, ou même si... On m'a jamais posé cette question bizarrement, mais en fait, c'est des éléments super importants quand même qu'il faut prendre en compte. Parce que souvent, je dis, il faut chercher l'épanouissement plutôt que de chercher absolument être avec quelqu'un. Parce que très souvent, on se dit, ok, d'accord, il me faut juste me marier, j'ai besoin de quelqu'un avec qui me réveiller chaque matin, mais c'est pas le fondamental. Le fondamental, c'est comment vous vous mettez ensemble et puis comment vous développez vos projets ensemble. Vous savez, il y a un couple en Côte d'Ivoire ici que j'admire énormément. Je pense à Zézé Stanislas et à sa femme, que tout le monde connaît assez bien. Et je vois un monsieur qui prend des risques dans un domaine qui n'est pas forcément promu en Afrique, qui excelle dans le domaine. Et je vois à côté une femme qui est dans les sciences de leadership, de motivation, et qui crée un soutien indéfectible pour son mari. Souvent, je vais me lever, je vais voir ma femme, elle est belle. Genre, je peux dire, j'ai une belle femme, voilà. Mais ça suffit pas. Par exemple, si dans la tête, il n'y a pas quelque chose vraiment où je peux venir m'asseoir et puis on peut discuter. Ah, mais tu vois, j'ai tel truc, qu'est-ce que tu en penses? Et puis elle me donne son avis pertinent. Je veux prendre des risques un peu absurdes. Elle me dit non, ne prends pas tel genre de risque. C'est quand même important. C'est-à-dire que le tout, c'est pas d'être avec quelqu'un, mais d'être avec la personne. Donc moi, j'ai compris ça tôt. Et je sais que on s'essaie, et quand ça marche pas, et puis on avance. Bon, c'est-à-dire que c'est pas comme si je suis pas sentimentaliste, mais en même temps, je sais clairement que la femme qui doit m'accompagner doit avoir un minimum pour que je sois épanoui moi-même et psychologiquement stable. Tu dirais quels sont les... Après, tu as été formé, je dirais très tôt par les les obstacles qui sont posés au cours de ta vie. J'allais dire, quels sont les 3 plus gros obstacles que tu as rencontrés en tant qu'entrepreneur? Le premier des obstacles, on va dire, c'est d'ordre technique. Moi, je sais que quand je voulais lancer Lumen Corporation, j'ai pris 1 an parce que Lumen Corporation a été lancé en janvier 2016. D'accord. Mais en temps, à partir de fin 2014, j'avais déjà distingué les lacunes. J'avais déjà écrit le projet et j'avais cerné clairement mes lacunes. Donc, je savais là où ça allait bugger si je me lançais immédiatement. Donc, j'ai pris 1 an. C'est quoi qui allait bugger si tu te lançais immédiatement? Compétences techniques. C'est-à-dire qu'il y avait des fortes compétences techniques dont je ne disposais pas à ce moment pour me lancer. D'accord. En termes de leadership, j'avais déjà les connexions, les relations et tout ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut, quand tu veux élever ou même t'élever à un niveau international, parce que c'est mon ambition, c'est très exigeant. C'est des normes absolument ISO, quoi, à la limite, en griffe. Donc, il faut se mettre dans les standards
internationaux. Et j'ai compris que c'est vrai que j'ai fait des études, j'ai un diplôme de génie logiciel, j'ai aussi un diplôme de tout, mais c'est des diplômes locaux. Je ne minimise pas nos études locales. Mais j'ai sélectionné des universités à travers des MOOC où j'ai payé des formations. Donc, une quarantaine de formations au total. Et pendant 1 an, je me suis dopé. Je ne dis pas que je me suis formé. Pour ceux qui ne connaissent pas, les MOOC, c'est quoi? Les MOOC, c'est des plateformes de cours en ligne. Ok. Plutôt aux États-Unis que tu appelles ça? États-Unis, principalement. Parce que les MOOC, à l'époque, de côté Europe, France et autres, n'étaient pas aussi encore dynamiques. Voilà. Et quel type d'université? Parce que il y a beaucoup de MOOC qui sont de Pennsylvanie précisément, qui sont reliés à beaucoup de MOOC tels que Coursera et autres, tout ça. Donc il y a beaucoup d'universités. Mais Pennsylvanie spécifiquement est l'université qui m'a le plus donné d'opportunités de formation dans les domaines que je voulais étudier, notamment le management, la finance, etc. Ils étaient gratuits ou pas? Non, pas gratuits. Il y a des MOOC gratuits sur la plateforme. Mais moi, je n'aime pas pour des cours gratuits parce que c'est souvent pas complet. Et souvent aussi, l'accompagnement, les conseils, le certificat aussi à la fin n'est pas ce que tu veux. Donc, moi, je voulais quelque chose de vraiment solide. Pour moi, c'était comme un programme universitaire, parce que j'ai sélectionné une quarantaine de modules que j'ai organisés. Et j'ai fait comme un module universitaire et j'avais besoin d'avoir ce certificat aussi pour me prouver que j'avais fait un travail remarquable. C'est ce que j'ai remarqué. Comment tu as appris l'anglais? J'ai appris l'anglais sur le tas. Honnêtement, j'ai pas eu besoin de prendre des cours particuliers. Et dans le domaine dans lequel j'ai évolué aussi, on comprend que l'anglais est quand même indispensable. D'accord. Donc, quand tu dis sur le tard, c'est-à-dire en parlant avec des gens? En parlant avec des gens. La plupart, j'échange, on va dire en moyenne, 60% de mon temps anglais chaque jour. Ok. Donc, ça fait que j'ai sacrifié une partie de mon environnement francophone au profit d'un environnement anglophone. Ça, je l'ai fait, oui. Parce qu'il faut être radical sur ça si tu veux vraiment apprendre l'anglais. Et j'ai été dans des groupes, dans des réunions où on devait parler tout le temps de projets pendant que je comprenais pas un seul mot. Donc souvent, tu es tenté de quitter. Mais je suis resté pendant 2-3 ans. Et après, je me retrouve en train de faire des réunions, animer des réunions en anglais, faire des conférences en anglais, invité à des conférences où je suis speaker en anglais. Donc, je pense que avec le temps, ça donnait plus. C'est de façon naturelle. J'ai pas voulu aussi apprendre l'anglais de façon classique, en me mettant la pression. J'ai voulu apprendre l'anglais de façon très naturelle, très ludique, sans me mettre la pression. Ok. Tu t'intéresses comment ça s'appelle? À la bourse? Oui. Tu fais des investissements aussi? En privé ou en professionnel? En professionnel comme en privé. Déjà, il faut savoir que à Lumen, parce que j'ai dit Lumen Corporation fait l'accompagnement structurel et financier. Et on a un programme à Lumen Corporation qui s'appelle Pro Invest Plus. Donc, qui aide les salariés du secteur public, du secteur privé, commerçants et autres à faire des investissements. Et dans ce programme spécifique, on a 3 sous-programmes. Donc, on a ce qu'on appelle le SBIP, qui est le Small Business Investment Program, qui permet de prendre des participations dans des PME, dans des startups et autres, tout ça. On a le CPIP, Common Project Investment Program, donc qui permet de mettre en commun des salariés dans différents secteurs pour aussi effectuer des investissements privés, notamment dans l'immobilier, dans l'agriculture, etc. Et on a le Stock Exchange Investment Program, donc qui permet, c'est une intervention spécifique sur le marché des capitaux. Et pour ce faire, on travaille avec des partenaires comme Sirius Capital, qui sert vraiment un partenaire stratégique pour nos interventions sur le marché boursier. Ok, comment t'es tombé dans ça? Déjà, moi, je suis dans l'environnement de la bourse et du trading depuis longtemps. Voilà, donc après, avec des amis, comme je dis, en 2012, par là, on décide de vraiment s'intéresser, de faire la promotion intensive de l'environnement boursier qui était méconnu. Aujourd'hui, je pense que c'est plus connu. Voilà, donc on en parle assez et les gens commencent à voir l'opportunité et tout ça. Donc, pour moi, c'était logique qu'on arrive à là forcément dans nos activités. Ok. Donc, c'est l'actualité de Wilfried aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, notre actualité, on va dire, c'est circonscrit à l'actualité internationale. Donc, avec le corona. Comment vous en sortez avec le corona? Ça a été difficile. J'avoue que on a pris beaucoup de coups à travers le corona. Certains partenaires financiers qui nous ont lâchés d'entrée de jeu et tout ça. Donc, mais on essaie de gérer. J'ai eu
de très belles opportunités aussi pour l'entreprise dans le même courant du Corona. Je pense l'une des meilleures opportunités. Je peux pas en parler parce qu'on a un DNA, on a un contrat de confidentialité avec cette multinationale qui va opérer à partir du mois de septembre ici en Côte d'Ivoire sur un grand projet structurel avec certaines institutions gouvernementales locales. Et Lumen est partie prenante de ce projet. Et je pense que c'est dans le cadre du Corona qu'on a pu négocier une telle opportunité qui va non seulement s'appliquer en Côte d'Ivoire, également dans d'autres pays africains. Donc, je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, quand tu entreprends au début, tu n'as pas la carte crédibilité immédiatement. Absolument. Mais quand tu fais 3 ans, 4 ans, on commence à dire, OK, tu es là pour longtemps. Parce que la plupart des startups ferment avant les 3 ans et autres, tout ça. Donc, pour moi, il fallait être là. Et aujourd'hui, l'actualité permet de montrer que les gens continuent de nous faire confiance malgré qu'il y a la situation de Corona. Yes. Wilfried, où est-ce qu'on peut te retrouver? Que ce soit toi, Lumen, Diaspo for Africa, dis-nous tous réseaux sociaux et tout ça. Oui, déjà sur Internet, on est extrêmement disponible sur tous les supports de communication, sur tous les réseaux sociaux. Nos sites web sont disponibles, donc Diaspo for Africa, www.diaspo4africa.com et Lumen Corporation, lumen-corporation.com. Donc ça, c'est sur Internet. Sur les réseaux sociaux, vous tapez les 2 entreprises, vous les trouvez assez aisément. Et nos bureaux sont pas loin des bureaux. Nous sommes à la rue Ministre ici, immeuble Villapart, 2e étage porte 2D. Donc c'est là que nos bureaux sont. On est disponible, on est ouvert. Mes collaborateurs sont là pour rendre service à qui a besoin de nos services. Tu as combien de collaborateurs? 15 au total. 15, tu gères 15 personnes? 15 personnes au total. 30 ans, 15 personnes. Ouais. Ok. Et toi-même, est-ce qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, accessible. Moi, je sais comment j'ai fait. LinkedIn, Facebook. Bon, Facebook, je suis de moins en moins actif sur Facebook, mais je crois que LinkedIn, c'est, voilà. Je suis extrêmement disponible sur LinkedIn. Ouais. Ok. Ben, écoutez, vous l'avez entendu, le monsieur. Ben, il y a beaucoup d'informations. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est brillant. C'est tout ce que j'ai à l'esprit, brillant. 30 ans, avec tous les obstacles qu'il a pu rencontrer dans sa vie, c'est pas le seul. Néanmoins, certains auraient lâché l'affaire et lui, il continue d'avancer. Contactez-le si vous avez un projet, si vous êtes de la diaspora ou même pas de la diaspora, vous avez envie d'investir, du business. Je suis épaté. Je ne pensais pas que j'allais avoir tout ça quand je t'ai invité. Je suis très très content. À chaque fois, je peux avoir des gens qui donnent des informations constructives. Je suis en extase. Donc c'était un nouveau numéro de l'expérience Yannick Yao. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, que vous soyez sur YouTube, Facebook, Instagram. Sur les podcasts, commentez aussi et je vous dis à très bientôt. Ciao. Hey YouTube, ici Yannick Yao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner en cliquant ici pour recevoir les nouvelles qui seront publiées et aussi cliquer ici pour voir l'une des vidéos récentes qui sont assez constructives à mon avis. Allez, à très bientôt.